Mesdames, Messieurs, vous qui êtes loin, malheureusement, mais que je sens si proche, je m'adresse à vous pour présenter notre conférencière, Madame Nathalie Scott, qui a accepté d'enregistrer sa conférence en studio et nous en le remercions vivement. Psychologue et pédagogue de l'Université libre de Bruxelles, elle est formatrice en thérapie familiale systémique, mais aussi et surtout, car ceci concerne notre conférence, dont je vous rappelle le titre « Investir dans le capital humain de l'Afrique », Nathalie Scott est responsable de projets chez ID. De quoi s'agit-il? Notre conférencière vous en parlera évidemment en détail. Moi, je me contenterai de vous dire qu'il s'agit d'une ASBL internationale créée en 2008, plus précisément une sorte de réseau rassemblant 630 associations africaines dont l'objectif est d'agir ensemble pour un but commun, augmenter la qualité de l'éducation dans le respect des droits de l'enfant. Que chaque enfant, chaque jeune en Afrique jouisse de son droit à l'éducation de base, de qualité et gratuite. Un séjour de quelques années en Afrique du Sud a été l'élément déclencheur qui a changé la vision de l'Afrique qu'avait Nathalie Scott. Reconnaissons-le, nous avons parfois un regard très limité, voire erroné sur l'Afrique, ou encore nous généralisons. À travers les médias, il nous arrive aussi de percevoir une Afrique pauvre, sans beaucoup de ressources ni d'avenir. Face à cette conception, Madame, avec votre expérience, vous affirmez que l'Afrique est vivante, une pépinière de talents, je reprends vos mots. Une question peut cependant surgir en nous. Nous aidons financièrement l'Afrique depuis environ 50 ans, sans y voir tellement de résultats. Alors, comment rendre l'aide étrangère plus efficace? Vous nous répondrez, Madame. Mesdames, Messieurs, vous vous souvenez sans doute du fil conducteur de notre saison, la phrase d'Ovide « Les temps changent et nous changeons avec eux ». Eh bien, cette conférence est, je crois, une bonne occasion d'évoluer, de changer notre mentalité vis-à-vis de l'Afrique. Madame, nous comptons sur vous pour nous aider à porter un autre regard sur notre coopération en Afrique. Merci de votre présence. Je vous cède la parole. Merci à Connaissance et Vie Namur de m'avoir proposé de venir parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne, c'est l'avenir du continent africain et en effet son capital humain. Mais au fond, pourquoi est-ce que l'avenir du continent africain nous concerne en fait tous? Premièrement, parce que participer à la réduction de la pauvreté est un impératif moral. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler que d'ici 2050, il y aura sur le continent africain 2,7 milliards d'habitants. Vu sa croissance démographique et le vieillissement sur les autres continents, l'Afrique deviendra le principal pourvoyeur de jeunes dans le monde. Nous devons donc libérer pleinement le potentiel de cette jeunesse africaine, lui permettre de grandir dans un cadre décent qui lui permette de participer au développement d'une Afrique en phase avec les enjeux de notre époque. Si nous les soutenons, les ambitions et les réalisations de la jeunesse africaine pourront répondre aux enjeux actuels. J'ai en effet travaillé pendant 5 ans dans le township de Soweto, au cœur d'un projet local mené par une locale depuis plus de 25 ans avec des collègues du township. Ensuite, je suis rentrée en Belgique et là, j'ai découvert le monde de la coopération au développement, de l'aide au développement. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une machine complexe qui brasse des sommes colossales. Un jour, j'ai assisté à la conférence d'un banquier suisse sur l'argent. Et il disait qu'au fond, nous votons tous les jours.
pas seulement tous les 4 ans comme on le pense, mais chacun de nos billets est au fond un bulletin de vote. Si demain je fais mes courses dans une grande enseigne commerciale, je vote pour elle. Si par contre je fais mes courses chez un petit producteur local, je vote pour lui. Et donc il me semble important, je pense que dans cette salle, on peut dire que cette salle virtuelle, on peut dire que tout le monde a déjà soutenu un projet de développement. Indirectement, par le fait qu'en tant que contribuable, une partie de nos impôts alimente directement le ministère de la Coopération, et aussi parce qu'en effet, nous avons sans doute déjà tous soutenu un projet. Et donc, il me semble vraiment important de comprendre pour qui nous votons et dans quel système nous votons. Alors, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette aide au développement, j'aimerais en fait en retracer un petit peu l'historique. Théoriquement, quelques minutes, et ensuite on passera évidemment à des cas concrets qui vont vous montrer comment nous, le réseau ID, nous pensons que l'aide étrangère peut en effet être rendue plus efficace. Mais d'abord, un petit historique sur l'aide au développement. L'aide au développement est principalement une aide financière qui va d'un État donateur à un État bénéficiaire, de gouvernement à gouvernement, et on parle alors d'aide publique bilatérale directe. On parle d'aide multilatérale lorsque plusieurs pays donateurs contribuent au fonctionnement d'une grande organisation internationale comme UNICEF ou la Banque mondiale. L'aide bilatérale publique démarre par l'aide bilatérale américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette aide s'articule autour des intérêts économiques, accès aux matières premières, développement de marchés à l'exportation et politico-stratégique. Rapidement, cette aide bilatérale américaine est rejointe par celle de la France, du Royaume-Uni et d'autres pays ensuite, ce qui fait qu'on a très vite senti le besoin d'une certaine coordination. Et c'est là qu'est né le fameux OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Certains disent que l'aide économique des pays donateurs avait comme intérêt d'assurer leur propre intérêt, avait comme fonction d'assurer leur propre intérêt, l'idée étant que les intérêts des pays donateurs étaient mieux servis si les bénéficiaires étaient développés de manière soutenue. À l'époque, le monde occidental constate le succès du plan Marshall, qui notamment grâce aux capitaux américains a permis à l'Europe de se reconstruire rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Et on en déduit un peu vite qu'il suffirait d'inonder les pays pauvres de capitaux étrangers pour les voir se développer rapidement. On oublie qu'on ne prend pas en considération à ce moment-là, au fond, que le plan Marshall s'inscrit dans un contexte de réparation, alors que les pays du Sud ont besoin d'une réelle transformation de leur structure économique. D'autre part, nous sommes en pleine guerre froide, dans un contexte de décolonisation. Plusieurs colonies, par réaction au pouvoir colonial, se tournent vers le marxisme et l'Union soviétique. Et l'aide au développement a alors comme fonction de se rallier les pays pauvres contre les ambitions soviétiques et de garder une emprise culturelle et économique sur les anciennes colonies. Cette vision politique et quantitative de l'aide atteint vite ses limites. On constate une certaine fatigue de l'aide. Les pays pauvres ne décollent pas économiquement, le chômage, le sous-emploi sont monnaie courante, et on remet fondamentalement en question la manière dont l'aide au développement se pratique. Et on arrive alors en 1970 à une recommandation à l'Assemblée générale des Nations unies qui encourage les pays donateurs à consacrer 1% de leur PIB aux pays pauvres. C'est une sorte en fait d'impôt international des pays aisés vers les pays dans le besoin. Une troisième tendance apparaît dans les années 80. Un grand nombre de pays en voie de développement sont confrontés à une crise importante de la dette et l'aide alors a vraiment comme fonction de restaurer les grands équilibres macroéconomiques. L'aide n'est fournie aux pays sous condition, donc que s'ils sont d'accord de mettre en œuvre les fameux programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Cette conditionnalité est guidée par les théories de développement néolibéralistes qui encouragent les gouvernements à privatiser l'économie et à développer des politiques qui visent une meilleure éducation, une meilleure santé, le respect des droits fondamentaux des citoyens et des emplois décents. Dans les années 90, on assiste à une nouvelle fatigue de l'aide étrangère. Le développement ne se fait pas, surtout dans les régions du monde fort aidées, notamment en Afrique. De plus en plus de travaux confirment l'inefficacité de l'aide étrangère et critiquent les pays donateurs et les donateurs privés de mettre en avant leur propre logique interne plutôt que celle des bénéficiaires. Jean-Jacques Scull, le président fondateur honoraire du réseau ID, a travaillé toute sa vie à la Banque mondiale et à la Banque européenne d'investissement. Et il était au cœur de cette aide qui ne montrait pas son efficacité. Il a fait énormément de ce qu'on appelle des évaluations ex post, c'est-à-dire d'aller vérifier si les capitaux investis atteignaient bien les objectifs. Inspiré par cette expérience professionnelle très riche, et par toutes ces lectures sur le sujet, il a rassemblé les recommandations des experts dans une brochure intitulée « Ces charités qui tuent, ensemble vers une philanthropie de développement moderne ». Si cette brochure vous intéresse, on peut bien sûr vous la faire parvenir. Elle a une centaine de pages. Et dans cet ouvrage, vous verrez notamment des schémas aussi interpellants que celui de William Easterly, qui démontre la relation inverse entre montant de l'aide et développement de l'Afrique. Ces travaux ont été ensuite confirmés par Angus Deaton, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2015 pour ses travaux sur la pauvreté et ses causes, et qui, en effet, montrent qu'au plus un pays reçoit de l'aide, au moins il se développe économiquement. Vous trouverez aussi dans cette brochure les travaux de Nadia Molenaars et Robrecht Renard de l'Université d'Anvers qui déplorent la politique de coopération de la Belgique et mettent en évidence qu'au fond, la Belgique a oublié de compter avec un maillon très important dans la chaîne, c'est la société civile locale, qui est la seule qui peut vraiment organiser du plaidoyer collectif pour inciter leur gouvernement à une meilleure gouvernance. On parle aussi dans cette brochure de Brigitte Herrler, directrice des services de l'aide allemande, qui publie en 1985 un ouvrage qu'elle intitule « L'aide mortelle » et démissionne ensuite de ses fonctions. En 1999, la Banque mondiale abandonne ses programmes d'ajustement structurel parce qu'ils en reconnaissent l'inefficacité, et c'est en réaction à ce nouvel essoufflement de l'aide qu'apparaissent les objectifs du millénaire, avec un sommet du millénaire qui décide de se donner 8 objectifs, les 8 objectifs donc, du millénaire, en engageant les pays donateurs à accroître leur aide et aux pays bénéficiaires d'améliorer leur gouvernance. Parallèlement à ça, il y a l'accord de Cotonou, dont on a pas mal entendu parler, qui vient également enrichir le décor de cette énorme machine de l'aide au développement. Et là, il s'agit du plus vaste partenariat entre pays du Nord et pays du Sud, 27 pays de l'Union européenne et 79 États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. De nouveau, il s'agit d'un partenariat qui vise à rétablir les équilibres macroéconomiques, développer le secteur privé, améliorer les services sociaux, promouvoir l'égalité des chances hommes-femmes, protéger l'environnement et abolir de manière progressive et réciproque les entraves aux échanges commerciaux. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'accord de Cotonou, mais c'est vraiment un accord qui joue un rôle important dans l'aide au développement. C'est un accord qui a été donc signé en 2000 et qui a été mis en vigueur dès 2003. Donc l'année dernière, il est arrivé à la fin. Voilà, l'accord est arrivé à la fin de son mandat et donc on ne sait pas encore ce qui va advenir. J'ai pu constater, d'après l'avis de certains acteurs, que de nouveau ces accords ne semblent pas avoir atteint les objectifs attendus
et notamment les accords commerciaux étaient souvent à l'avantage des pays européens qui, du coup, étaient contraints de dédommager les pays africains par des aides qui venaient induire de la corruption et des mécontentements. Parallèlement à cela, et c'est la fin de cette historique de l'aide au développement, il y a maintenant, depuis 2015, nous travaillons tous dans un cadre nouveau qui sont les objectifs de développement durable. Il y en a 17 ODD. Et la différence par rapport à tous les accords qui ont lieu précédemment, c'est que les ODD, en fait, concernent maintenant tous les pays. Avec voilà, des objectifs assez simples mais ambitieux. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays. Protéger la planète et garantir la prospérité de tous. Et ce qui est nouveau dans cet accord-là, c'est qu'il est bien défini que notamment les gouvernements vont devoir s'impliquer, mais maintenant, il est stipulé de manière beaucoup plus claire que tous les intervenants doivent arriver à aider à atteindre ces 17 ODD à l'horizon 2030, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, le secteur associatif et évidemment la société civile et le monde académique. Pour vous donner une idée, à l'échelle de la planète, l'aide au développement s'est élevée en 2016 à 142 milliards de dollars. À cela, il faut également ajouter l'investissement du secteur privé, les transferts d'argent de la diaspora, encore 100 milliards par an, les actions des fondations et des ONG internationales. Comment se fait-il, comme vous le disiez, que malgré tout, avec tant de capitaux investis, après tant d'années, le continent africain a des pays qui sont parfois même encore plus pauvres qu'avant? Alors pour introduire le sujet, je voudrais vous présenter une conférence que j'ai faite à La Rochelle en 2018 dans le cadre des conférences TEDx. TEDx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format où les conférences durent pas longtemps et proposent à quelqu'un de venir apporter une idée innovante. Donc je vous propose de partager cette conférence et ensuite j'irai plus en profondeur dans des exemples très concrets de comment nous, le réseau ID, nous pensons que notre approche permet de rendre cette aide plus efficace et plus durable. À tout de suite. No future, no past, only present, make them last. No future, no past, only present, make them last. No future, no future. 2 août 1999, Bruxelles. 2 jeunes Guinéens sont trouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. Ils avaient 14 et 15 ans. Ils s'appelaient Yagin et Fodé et portaient sur eux une lettre, un message adressé à nos dirigeants européens. 19 novembre 2014, Isangui, République démocratique du Congo. Des moustiquaires imprégnés de pesticides fournis par l'aide étrangère sont distribués par les gouvernements aux villageois et quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'ils les utilisent en filets de pêche. Ces événements n'ont apparemment rien à voir l'un avec l'autre, apparemment rien à voir avec nous, et pourtant. Je suis venue vous parler d'un enjeu majeur qui se joue pour l'instant, qui nous concerne tous, c'est l'avenir du continent africain. Alors pourquoi est-ce que l'avenir du continent africain nous concerne tous ? Cela fait pourtant 50 ans que nos pays développent des politiques d'aide étrangère, de gouvernement à gouvernement, avec notre argent de contribuables. Cela fait pourtant 50 ans également que des ONG internationales développent des programmes d'aide et envoient sur le terrain des techniciens et des experts du développement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse africaine, car bien sûr je ne parle pas des jeunes qui quittent leur pays pour des raisons de guerre et de dictature, mais une partie de la jeunesse africaine pense qu'elle n'a pas d'autre choix
que de risquer sa vie pour venir chercher un avenir meilleur chez nous. Mesdames et messieurs, force est de constater que l'aide étrangère n'est pas suffisamment efficace. Il y a moyen de la rendre plus efficace et je suis venue vous en parler. Mais d'abord, analysons ce qui se passe aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais vous parler des 2 piliers sur lesquels une société se base pour se développer. Le premier pilier, ce sont les gens. Je suis psychologue de formation, thérapeute familiale et systémique, et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré beaucoup de familles, beaucoup de systèmes qui avaient chaque fois en eux la force de surmonter leurs difficultés. J'ai eu la grande chance, dans le cadre du travail de mon mari, de partir vivre 5 ans en Afrique du Sud, et j'ai travaillé bénévolement au cœur du township de Soweto, dans un projet local défini par des locaux pour des locaux. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Qui mieux qu'eux peut définir les besoins, dessiner les solutions et les mettre en place avec des moyens adaptés à leur contexte. L'autre pilier sur lequel une société se base pour se développer, ce sont les autorités. Les premières responsables du cadre, de former un cadre pour les droits de leurs citoyens. Et c'est la synergie entre ces 2 piliers qui fait qu'une société se développe de manière durable. Et l'idée que je viens vous apporter aujourd'hui, c'est qu'au fond, l'aide étrangère, telle qu'elle est pensée et dessinée, empêche ces synergies, vient se substituer à ce qui devrait se passer entre ces 2 piliers. Je m'explique. D'un côté, vous avez ces gouvernements africains qui sont bien plus intéressés de savoir quelle va être la hauteur de la manne budgétaire qu'ils vont recevoir des pays du Nord que de s'intéresser à leurs propres citoyens. D'un autre côté, vous avez cette société civile, créative, ingénieuse, mais qui ne croit pas dans ces institutions et qui donc très naturellement se tourne vers l'aide étrangère privée. Vous voyez que l'aide étrangère agit de manière parallèle. Alors qu'au fond, il faudrait encourager les synergies entre ces 2 piliers du développement. Certains auteurs vont jusqu'à dire que l'aide étrangère est même un frein au développement. Les gouvernements écoutent leurs créanciers internationaux plutôt que de s'intéresser à leur propre société civile. À ce sujet, il existe un livre très intéressant qui s'appelle « L'aide fatale » de Dambisa Moyo, économiste et ancienne consultante à la Banque mondiale, qui a fait l'effet d'une bombe. Et je dois dire que moi non plus, avant de m'intéresser à ce sujet, je ne pouvais pas imaginer que l'aide étrangère pouvait faire pire que mieux. Mais nous sommes des citoyens responsables, nous voulons être conscients de nos actes et en connaître les impacts. Et donc, s'il faut analyser, analysons. S'il faut adapter, adaptons. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide étrangère augmente les ressources disponibles des gouvernements africains, qui donc ne s'intéressent pas à leur propre société civile. Il y a également des pays africains qui dénoncent le poids et le pouvoir pris par l'aide étrangère dans leur pays. Et à ce sujet, je vous encourage à aller voir sur Internet le discours du président du Ghana qui s'adresse à Emmanuel Macron en décembre dernier, et vous comprendrez que qui paye les violons choisit la musique. J'entends déjà certains se dire « Eh bien alors, s'il faut arrêter l'Afrique, arrêtons ». Pas si simple. Il existe bien sûr des solutions et je suis venue vous parler de cette solution de comment rendre notre aide étrangère plus efficace. Je travaille pour un réseau qui s'appelle IDE. IDE est un réseau qui regroupe 630 ONG africaines, toutes des personnes qui ont développé leur propre projet pour améliorer la qualité de l'éducation dans leur pays. Des personnes qui s'assurent que les actions sont cohérentes et que des moustiquaires ne terminent pas en filet de pêche, parce qu'au fond, c'est de ça que les gens avaient besoin.
Le réseau a deux raisons d'être. Le premier, c'est qu'il crée une communauté d'intelligence et de praticiens dans laquelle ils peuvent échanger leurs idées, leurs bonnes pratiques, leurs échecs, leurs résultats. L'autre grande raison du réseau, et c'est fondamental, c'est qu'ensemble, forts de leurs solutions et des réponses qu'ils ont apportées à des problèmes locaux, ils peuvent faire valoir ensemble, collectivement, ces solutions auprès de leurs autorités. C'est ce que Yaghin et Fodé, les deux jeunes Guinéens dont je vous ai parlé, demandaient dans leur message. Aidez-nous à créer une organisation qui nous permette de nous structurer. Cela fait 10 ans que le réseau ID fonctionne sur ce modèle et vous serez probablement intéressés de savoir est-ce que ça fonctionne. Je voudrais vous donner 2 exemples. Le premier concerne la lutte contre le paludisme. Vous savez que le paludisme est une maladie mortelle, il tue encore un enfant toutes les 2 minutes. C'est 210 millions de cas de paludisme dans le monde chaque année, et principalement en Afrique. Et c'est une maladie qui pèse très lourd sur le PIB des pays concernés. Il existe une plante qui s'appelle l'Artemisia annua. Cette plante est utilisée par les Chinois depuis plus de 2000 ans et c'est un membre de notre réseau au Kenya qui en a fait l'expérience en premier il y a 8 ans. Ils ont décidé de l'intégrer dans des jardins scolaires, d'apprendre aux jeunes à faire pousser cette plante, à la faire sécher et à la prendre sous forme de tisane en prévention contre la malaria, puisqu'elle a également des effets préventifs. L'absentéisme des enfants et des enseignants a diminué, les frais médicaux ont chuté, il y a eu un réel impact spectaculaire sur la santé, mais également sur la qualité de l'éducation des enfants. Et là, évidemment, la force du réseau a opéré. Et depuis 8 ans, des associations membres du réseau développent en Afrique des projets d'Artemisia annua. Nous sommes en mars 2018 à Kigali, et ID Rwanda décide de faire valoir cette solution naturelle, peu coûteuse et efficace auprès de sa ministre de la Santé. Nous sommes 3 femmes. La ministre de la Santé qui représente ses autorités, Nadine Ingabire qui représente ID Rwanda, c'est-à-dire une coalition de 35 organisations de la société civile rwandaise, et moi qui est là pour représenter le réseau panafricain et l'expertise que nous avons acquise en matière de lutte contre le paludisme grâce à cette plante. La ministre de la Santé ne connaît pas la plante. Elle pose énormément de questions, se rend compte sur Internet et en faisant ses recherches qu'il existe des centaines de recherches scientifiques qui prouvent l'efficacité de la plante et corroborent les résultats que nous obtenons tous sur le terrain. 3 mois plus tard, sur Twitter, elle annonce que chaque famille rwandaise recevra son plan d'Artemisia. N'est-ce pas là un bel exemple d'une solution locale qui, dans un cadre officiel, est multipliée à grande échelle? Maintenant, je vous emmène 1 minute au Togo. Une association membre du réseau a identifié un problème récurrent dans les villages. Les villageois souhaitent adopter les enfants orphelins ou abandonnés pour éviter qu'ils ne migrent vers les bidonvilles de la capitale. L'ONG locale a développé un projet générateur de revenus et pour ça, elle a sollicité une aide étrangère afin de louer un champ communautaire pour que ce village, j'en prends un en particulier qui cultive le manioc, puisse cultiver le manioc et vendre les produits dérivés du manioc sur les marchés. La vente des produits permet de prendre en charge la scolarité et les besoins quotidiens des enfants. Les autorités ont été invitées à venir rendre visite à ce projet et ont mis à disposition des villages des champs communautaires plus grands afin qu'ils augmentent leur rendement. Ils ont ainsi acquis le statut de coopérative qui leur donne droit à des formations dispensées par le gouvernement togolais. Une aide étrangère, une association locale qui se base et mobilise toute une communauté et des autorités qui renforcent et multiplient. Oui, notre aide peut être rendue plus efficace. Non,
les membres des autorités des gouvernements africains ne sont pas tous corrompus. Le développement est une question d'attitude bien plus que d'argent. Il est temps que nous investissions dans le capital humain de l'Afrique. Je rencontre souvent des donateurs qui sont tout à fait prêts à financer l'achat de livres scolaires, la construction d'une classe ou même le forage d'un puits. Mais dès que je leur parle de salaire, ils sont beaucoup plus frileux. L'Africain serait-il né bénévole ? Il est important, essentiel, d'investir dans le capital humain de l'Afrique. Oui, l'Afrique est capable de bonne gouvernance. 1 million d'euros. C'est la somme que 14 associations membres du réseau se sont vues confier par l'Union européenne pour travailler une thématique qui jusque-là n'avait pas été beaucoup abordée, la protection et la formation des travailleurs domestiques. KPMG, pour ne pas le citer, à l'issue des 3 années du projet, a fait un audit externe. 99,7, 99,7% des dépenses ont été correctement attribuées. Et comme ces 14 associations membres avaient intégré des autorités dans le projet depuis le début du projet, cela a mené vers des changements majeurs, et notamment au niveau du cadre légal. Il est temps d'investir dans le capital humain de l'Afrique. J'espère qu'après ces propos, l'image que vous aviez de l'Afrique, qui est sans doute une image liée à ce que les médias nous en montrent, une image pauvre et sans ressources, eh bien j'espère qu'elle est devenue maintenant celle avec laquelle je travaille tous les jours. Une Afrique vivante, une pépinière de talents. Les personnes qui seront capables de développer l'Afrique à long terme, elles sont là-bas. Elles sont peut-être sociologues, anthropologues, gestionnaires de projets. Elles peuvent aussi apprendre à remplir des fichiers Excel pour nous remettre les justificatifs des dépenses. Mais surtout, elles ont une connaissance inégalable du terrain. L'aide étrangère devient efficace lorsqu'elle permet à des acteurs sociaux locaux de mettre en place leurs projets, d'obtenir des résultats qui, joints aux résultats de leurs collègues, nourrissent un plaidoyer commun pour mener un dialogue constructif avec leurs autorités afin qu'ensemble, ils dessinent l'Afrique de demain. Merci. Voilà. Dans ce contexte complexe de l'aide étrangère, nous pensons que l'approche d'idées est une réponse adéquate donc pour rendre cette aide étrangère plus efficace. Les auteurs que j'ai cités précédemment nous montrent en fait que l'aide étrangère vient augmenter les ressources disponibles des gouvernements africains qui, du coup, ne doivent pas, avec leur société civile, développer un système dans lequel les uns viennent alimenter les caisses de l'État et les autres développent des structures, des infrastructures, des services qui leur permettent de développer ensemble leur économie. On a vu aussi avec l'exemple du moustiquaire imprégné de pesticides que l'aide étrangère parfois, et qui sert du coup de filet de pêche en fait, l'aide étrangère parfois ne répond pas aux réels besoins des bénéficiaires. On voit aussi que l'aide étrangère peut créer des automatismes. Le fait de recevoir est devenu automatique et c'est notamment un problème que rencontrent les institutions de microcrédit qui doivent vraiment apprendre aux gens que l'argent va devoir être rendu après que le projet ait pu se mettre en place. Il est tellement clair aujourd'hui que l'aide étrangère doit changer de stratégie qu'il y a même des organisations comme le GPE, le Global Partnership for Education, qui lancent des appels à projets. Alors des appels à projets à destination de qui ? Eh bien de la société civile locale.
Et dans quel objectif? Eh bien, de proposer, de les aider à s'organiser pour mieux influencer les institutions comme l'Union européenne dans la manière dont ils pratiquent l'aide au développement. Ce genre d'appel à projet n'aurait jamais vu le jour il y a quelques années. Donc on se réjouit au sein du réseau ID que cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que nous avons cette approche. Et ben voilà, je voudrais vous présenter déjà juste donc l'approche. Comment est-ce que ça se passe? En général, on fonctionne en 7 étapes. Ben, la première étape, c'est d'évaluer les besoins par la société civile locale. Ensuite, ils définissent une action pilote. Ils mettent en place des campagnes de sensibilisation. Ensuite, ils mettent en place l'action pilote. Un suivi, évidemment, se fait, une évaluation. Et avec ces résultats, ils partagent les bonnes pratiques avec les autorités de manière à ce qu'elles reproduisent et étendent ces projets à d'autres régions du pays. Il est important pour nous que les actions restent peu chères si on veut qu'elles soient facilement duplicables. Et alors l'effet du réseau évidemment est très important puisque quand une action a montré son efficacité dans un pays, évidemment les autres membres du pays sont encouragés à appliquer ce même genre d'action. Donc aujourd'hui, le réseau ID, c'est 21 pays, 633 associations membres, un objectif commun, comme vous l'avez dit, c'est une éducation de qualité pour tous. Et alors au fond, pourquoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui? Comment ça se fait que moi je suis là alors que c'est un réseau africain avec un président africain et un CA africain? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Belge, Jean-Jacques Skull, qui a pensé à donner vie à ce réseau parce qu'il a vraiment compris en ayant été longtemps sur le terrain que c'est ça qui manquait sur place. Et comme il est belge, eh bien historiquement, le secrétariat du réseau se trouve actuellement en Belgique. Nous sommes 3 à travailler à temps partiel avec toute une équipe de bénévoles autour de nous et un comité de direction qui suit notre travail journalier et opérationnel. Alors, je voudrais vous présenter 3 exemples très différents. Et le premier concerne le paludisme et la malaria. Vous savez que c'est une maladie très présente en Afrique qui est un frein à l'éducation. Toutes les personnes qui travaillent sur l'éducation en Afrique doivent aussi s'intéresser à la santé. Ce sont vraiment deux domaines qui sont très liés. Et avant de vous parler de cet exemple, je voudrais commencer par un petit quiz. Alors, il n'y a que 3 personnes qui vont pouvoir y répondre, donc je ne vais pas vous faire ça. D'habitude, il y a toute une salle. Donc, je vais vous donner les réponses et vous aider un petit peu. La première question, je voudrais vous demander combien de cas pensez-vous qu'on recense donc, combien de cas de malaria pensez-vous qu'on recense par an dans le monde? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le demander. Voici la réponse. En 2017, l'OMS recensait 214 millions de cas de malaria dans le monde, dont 450 000 personnes en sont mortes. Donc chaque année, 450 000 personnes meurent de la malaria, dont beaucoup d'enfants aussi, et dont 90% en Afrique. Et en 2018, il recensait 228 millions de cas. Ma deuxième question. De combien de pourcents l'OMS est-elle parvenue à diminuer le taux de mortalité causé par la malaria? L'OMS est parvenue à réduire le taux de mortalité causé par la malaria de plus de 60% dans le monde grâce à des moustiquaires imprégnés de pesticides, grâce à des médicaments, grâce à des campagnes de prévention, etc. Mais ils reconnaissent toutefois que la progression ne pourra pas nécessairement augmenter parce que ça nécessite évidemment des capitaux énormes. Ma troisième question, c'est quelle est la somme nécessaire à l'OMS justement pour maintenir ce taux et éventuellement le faire progresser? L'OMS mentionne dans son dernier rapport que 7,5 milliards par an sont nécessaires, uniquement pour le paludisme, mais seuls 2,7 milliards sont disponibles.
On voit donc qu'évidemment, on va vers un grave problème. Et je voudrais rappeler que plusieurs accès de malaria chez des enfants de moins de 5 ans diminuent grandement leur capacité cognitive. Et pourtant, il existe une solution qui s'appelle l'Artemisia annua. Alors, c'est une plante dont peut-être vous avez déjà entendu parler. Elle est originaire d'Afrique. Et nous avons entendu parler de cette plante peu après le début du réseau, vers 2011. Et c'est en fait ID Kenya qui en a fait l'expérience en premier. C'est une plante donc originaire de Chine qui est utilisée là-bas depuis des milliers d'années, qui est officiellement dans la pharmacopée chinoise et qui permet de soigner pas mal de choses, mais dont le paludisme. On l'utilise sous forme de tisane et donc nous, comment faisons-nous dans les projets d'idées? C'est que nous apprenons dans les écoles aux jeunes à la faire pousser. On apprend aux jeunes à la faire pousser dans leur potager scolaire. Ils la font ensuite sécher et ils la prennent sous forme de tisane. Elle agit en prévention, tout comme en cure contre le paludisme. Et comme elle a des effets répulsifs, quand ce sont des écoles avec des internats, on encourage à mettre les plantations autour des chambres pour éviter qu'il y ait des moustiques qui rentrent dans les chambres la nuit. Et donc c'est ID Kenya, comme je vous le disais, qui en a fait l'expérience en premier, qui a encouragé les jeunes à la faire pousser dans les écoles. Et les résultats ont été immédiatement très surprenants, vu l'efficacité de la plante. Le taux d'absentéisme des élèves a rapidement chuté et on a remarqué que le taux, la qualité de leurs résultats en était améliorée. On avait donc évidemment atteint un objectif important du réseau, à savoir augmenter la qualité de l'éducation. Alors, quelle est la stratégie d'idées par rapport à ça? Il y a 3 actions en parallèle, je dirais. La première, c'est en effet, comme je vous le disais, donc des jardins scolaires. Apprendre aux jeunes à la cultiver. Créer des clubs. Donc au sein des écoles, nous engageons les enseignants et les élèves à élire un club de jeunes, donc les jeunes qui ont un attrait pour l'agriculture, pour les plantes, pour la santé, etc. Et donc, ils sont responsables de leur potager scolaire. Alors, bien sûr, à travers ce potager scolaire, on peut aborder des tas de choses. On peut apporter la santé, on peut aborder le thème de la santé par les plantes médicinales. L'Artemisia annua est une plante médicinale, mais on encourage aussi de planter d'autres plantes médicinales comme le moringa, qui est aussi une plante très, très intéressante. Donc, le potager scolaire est une manière d'aborder avec les enfants et les familles la santé à travers les plantes médicinales, la santé à travers une alimentation équilibrée, puisque dans ces potagers scolaires, on va encourager de planter des plantes à haute valeur nutritive qui apportent des aliments intéressants pour les enfants et derrière leur famille. L'environnement est quelque chose qui est beaucoup abordé aussi dans nos jardins scolaires, puisque c'est une bonne manière d'encourager les élèves et les enseignants et les communautés derrière à, par exemple, ne pas employer de pesticides chimiques, mais plutôt d'aller vers des pesticides naturels, de créer un compost, de comprendre qu'est-ce que c'est finalement la notion de biodiversité, comment est-ce qu'on peut, au sein de notre école, respecter cette biodiversité, quels sont les gestes à ne pas faire, etc. Et un 4e volet vraiment très intéressant du jardin scolaire, donc la santé par les plantes médicinales, la santé par la bonne alimentation, la sensibilisation à l'environnement. Et le 4e aspect intéressant des jardins scolaires, c'est que cela permet en fait de montrer aux enseignants qu'il est intéressant de descendre au potager pour illustrer les matières. Par exemple, ne fût-ce que dans un cours de langue, il peut être intéressant d'avoir, il y a une petite vidéo comme ça sur notre site, au Cameroun, où un professeur apprend aux jeunes élèves de première année à écrire des mots qui commencent par A, et il a utilisé le mot Artemisia, et ensuite il va au jardin pour montrer au fond qu'est-ce que c'est l'Artemisia, et ils répètent le mot avec leurs petites ardoises, etc. Donc voilà, c'est aussi encourager les professeurs à descendre au jardin. Pour les élèves plus âgés, ça peut être des cours de sciences, des cours d'économie, combien de plantes dois-je planter dans mon jardin
scolaire pour avoir un rendement efficace pour tout le monde? Est-ce qu'on peut même avoir des surplus que nous vendons au profit de l'école? Enfin, voilà. Donc le jardin scolaire est vraiment un laboratoire vivant qui permet d'aborder plein de choses. Et pour revenir à l'artémisia, c'est une culture difficile. Il ne faut pas croire que c'est un projet facile. C'est une plante absolument magique et formidable et qui aide vraiment à améliorer la santé des élèves. Mais elle est difficile à cultiver et donc elle nécessite vraiment d'abord une sensibilisation des communautés. On n'arrive pas comme ça dans une école avec des semences dans sa poche en disant vous allez voir, planter chez vous c'est formidable. Non, les parents ont des questions. Cette plante vient de Chine. Est-ce que ça ne va pas avoir des effets secondaires sur la santé de mes enfants? Donc voilà, il faut vraiment un personnel qualifié pour répondre à ça et c'est ce que les équipes d'idées font sur place, c'est de venir vraiment implanter le projet au sein de la communauté, répondre aux questions. Et ensuite, au niveau de la culture, c'est une plante qui est quand même un petit peu fragile. Il faut quand même apprendre à la cultiver. Et donc, le projet de jardin scolaire dans les écoles s'accompagne d'une formation des élèves, des enseignants. Et ensuite, ils peuvent ramener un plan à la maison pour pouvoir faire cette propre culture chez eux. Et donc, ainsi, le projet continue dans les communautés. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau des écoles. Parallèlement à ça, pour nous, IDEE, il est primordial d'avancer dans les recherches cliniques sur cette plante. Il y a déjà des milliers de recherches et d'entrées scientifiques sur cette plante qui sont visibles sur Internet. Il y a d'ailleurs un dossier scientifique à télécharger sur notre site Internet. Mais au fond, ce qu'il manque à l'OMS pour valider la plante comme moyen officiel qui l'intègre dans la panoplie des moyens disponibles, comme les médicaments, voilà, il y aurait l'artémisia qui est une des possibilités que les gens peuvent prendre pour se soigner ou prévenir le paludisme. Pourquoi est-ce que l'OMS n'a pas encore aujourd'hui validé la plante? C'est parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, elle n'a pas sur sa table une étude à grande échelle qui permette de valider l'efficacité de la plante. Les Chinois n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas sans doute besoin, comme nous occidentaux, de preuves scientifiques. Ils l'ont intégré dans leur pharmacopée parce que ça fait des milliers d'années qu'ils en observent les effets et qu'ils n'observent aucun effet négatif. Mais nous, ici, nous avons besoin d'études et nous, en tant qu'IDEE, certainement, nous poussons à ce que ces études se fassent. Pourquoi? Voilà, parce que c'est important d'avoir des études scientifiques pour appuyer ce que nous faisons. Deuxièmement, parce que si nous voulons que l'artémisia annua aide vraiment le continent africain contre cette maladie mortelle qui atteint la santé et l'éducation des élèves et qui donc est un frein à ce que cette jeunesse africaine puisse se développer de manière tout à fait 100% forte, eh bien, si nous voulons que tout le continent africain puisse avoir accès à cette plante, c'est très bien de faire des jardins scolaires, on prépare déjà les élèves à savoir comment faire cette culture un petit peu difficile, mais par ailleurs, il faudrait vraiment que ces études libèrent la possibilité de le faire à grande échelle et que des grandes organisations comme le FAO et d'autres grosses organisations intègrent aussi l'artémisia dans le jardin scolaire. C'est là qu'on aura vraiment un grand impact. Donc clairement, pour IDEE, les recherches scientifiques sont très importantes. Et aujourd'hui, il y a un consortium de chercheurs qui s'est formé en Europe et qui est en train de faire toutes les recherches qu'il manque pour que l'OMS valide cette plante. Donc ça, je pense que c'était important d'insister un petit peu là-dessus. Il est vrai qu'on parle aussi de la plante dans le cadre du Covid. Je fais une petite parenthèse parce que je pense que certains d'entre vous en auront aussi entendu parler dans les médias. Alors, juste pour vous situer un petit peu, au fond, où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre artémisia et Covid? Là, je vous ai parlé artémisia paludisme. Alors, contre le Covid, que sait-on aujourd'hui? On sait que dans des formes précédentes de coronavirus, les Chinois l'ont utilisé. Donc, dans la forme SARS-CoV-1, il semblerait qu'ils l'ont aussi utilisé, enfin, ils l'ont aussi utilisé récemment, donc dans le cadre ici du coronavirus, du Covid-19. Et donc,
ils ont publié des recherches scientifiques intéressantes sur ce sujet. Et de nouveau, voilà, il faut que nous, en Occident, on puisse aussi valider ces recherches par des recherches qui se font en parallèle et sur différents continents, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique centrale. Il y a des recherches qui se font pour l'instant. Les premiers résultats qui sont sortis sur l'artémisia et le Covid-19 sont des résultats qui portent sur des recherches en laboratoire, in vitro, comme on dit. Et là, il semblerait qu'ils aient... les papiers montrent qu'ils ont identifié plusieurs composants de la plante qui agissent contre le Covid au moment où pour éviter en fait de passer du stade modéré de la maladie vers le stade sévère. Donc, c'est une plante qui est riche de 200 molécules actives, donc certaines contre le paludisme, d'autres contre d'autres maladies tropicales, et il semblerait que certaines soient actives contre le Covid-19. Donc, plusieurs études in vitro ont montré cela. Maintenant, comme les résultats étaient encourageants in vitro, ils sont passés sur la phase sur l'homme, in vivo, et là on attend les résultats avec évidemment beaucoup d'intérêt. Et clairement pour nous, Réseau ID, le fait d'avoir déjà une longueur d'avance, je dirais, sur l'expertise qu'on a acquis dans les pays membres du réseau sur cette plante, ça nous permet aussi de nous dire que si réellement ça devient une solution intéressante, dans les écoles, les jeunes sont déjà formés et pourront rapidement former d'autres autour d'eux. Affaire à suivre donc. Et donc j'en arrive à la troisième action du réseau ID par rapport à l'artémisia et au jardin scolaire, c'est que donc l'expérience qu'on tire des jardins scolaires et clairement les résultats qu'on observe et les résultats des recherches scientifiques permettent de nourrir notre plaidoyer auprès des autorités, que ce soit les autorités régionales de là où un projet a lieu ou bien nationales, voire internationales. Je voudrais vous illustrer ce projet de jardin scolaire par un projet au Cameroun. Alors, il s'agit d'un projet dans 60 écoles. Donc, la Fondation Turing a été très sensibilisée par cette idée d'utiliser des jardins scolaires pour aborder donc, les différentes choses dont je vous ai parlé. Et donc, ils nous ont confié un budget pour, en 3 ans, développer 60 jardins scolaires. ID Cameroun donc, a démarré ce projet. Et on a fait un partenariat avec Enseignants sans frontières Belgique qui a vraiment une grande expertise sur l'utilisation du jardin scolaire dans la pédagogie. Parce que ça, c'était vraiment important pour cette fondation Turing, que les enseignants puissent vraiment améliorer la manière dont ils enseignent grâce à ce jardin scolaire. Donc, on a fait un partenariat avec Enseignants sans frontières qui est allé former les enseignants des premières écoles de l'année 1 et les enseignants formés par Enseignants sans frontières, eux-mêmes ont dû former les suivants qui forment les suivants en année 3. Et là, on est en train de démarrer l'année 3. Donc, c'est génial de voir que maintenant, vraiment, ça fait boule de neige et l'expertise passe d'école en école. On voit ici, ils ont créé un groupe WhatsApp entre enseignants formés et Enseignants sans frontières. Une mission est prévue bientôt pour aller vérifier, je dirais, ou en tout cas encourager ce qui a été enseigné, voir si encore, vraiment consolider cette formation. Et ça, ce sera probablement pour l'automne 2021, vu la pandémie. Ici sur la photo, on voit par exemple que le professeur montre comment travailler le mètre courant et le mètre carré, mais vraiment en situation pratique. Alors ce projet nous a permis de créer un livre de sensibilisation qu'on a appelé Yanou Alpalu. C'est un auteur-dessinateur camerounais, Vincent Nomo, qui l'a réalisé, qui l'a illustré. On l'a réalisé avec le docteur Rosine Chouguo, qui est une médecin camerounaise qui est très experte dans le domaine de l'artémisia, parce qu'il nous a semblé vraiment très important. Comme je vous le disais, c'est un projet pas simple, très porteur, mais pas nécessairement simple. Il nous a semblé très important de faire un livre qui permette de mettre dedans tout ce qu'il faut savoir pour bien faire pousser cette plante et la sécher
la récolter au bon moment, qu'elle ait bien toutes les capacités, la composition qui est nécessaire contre le paludisme. On s'adresse à une maladie mortelle, donc il ne suffit pas de faire pousser une plante comme ça, il faut vraiment le faire dans un cadre très précis. Et donc il nous a semblé intéressant de créer ce livre de sensibilisation adressé aux enfants et à leurs parents. Et comme on était dans un cadre pédagogique, on a aussi fait un petit guide pédagogique, enfin je dis on, mais c'est eux sur place, au Cameroun. ID Cameroun a fait faire avec l'éditeur à Yaoundé un guide pédagogique adressé aux enseignants pour qu'ils puissent aussi utiliser ce livre dans le cadre scolaire. Alors sur la photo de droite, on voit le ministère de l'Éducation avec justement des représentants d'ESF qui étaient en mission pour leur formation et des membres d'ID Cameroun. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo? Parce qu'on est vraiment au cœur de ce que le réseau ID fait. On ne fait pas des jardins scolaires pour faire des jardins scolaires, on ne va pas donner des livres dans les classes pour donner des livres. On fait tout cela parce que pour nous, nous pensons que les premiers responsables de leur population, ce sont les autorités. Ce sont les autorités locales, régionales, nationales. Et que si nous ne les intégrons pas dans le projet, nous sommes dans de la charité, nous sommes dans quelque chose qui va être bien au moment même, qui va apporter des choses aux bénéficiaires du moment même, mais qui ne va pas porter plus loin le processus. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment de faire du travail durable et à long terme. Donc l'équipe d'ID Cameroun a intégré le gouvernement camerounais, le ministère de l'Éducation de base, dès le début du projet. Ce ministère a d'ailleurs mandaté les inspecteurs régionaux à suivre le projet et à venir vérifier que les enseignants avaient bien utilisé le jardin scolaire de manière pratique chaque semaine au moins dans leurs cours. Donc ils nous accompagnent dans ce processus d'encourager les professeurs à utiliser le jardin scolaire. Évidemment, ça rentre bien dans le cadre de l'éducation au Cameroun qui va vers une école verte. Et donc, voilà, ce projet est venu au moment, évidemment, où le ministère était intéressé par cette thématique. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous sommes dans la 3e année du projet. Ça fait donc plus de 2 ans qu'ID Cameroun travaille avec ses autorités, les invite à venir voir ce qui se passe, etc., à différents échelons du ministère. Et pas plus tard que la semaine dernière, le ministre a donné une audience à ID Cameroun pour signer un partenariat, de sorte que quand le projet Touring de la Fondation sera terminé au bout des 3 années, c'est le ministère qui prend en charge pour implanter dans d'autres écoles. Et ID Cameroun sera l'expert mandaté pour accompagner le ministère à mettre ça en place. Et là, voilà, là on est vraiment au cœur de ce que la Fondation Cameroun a donné à peu près 70 000 € sur 3 ans pour 60 écoles. Mais ces 70 000 € vont avoir une expansion absolument fabuleuse et avoir vraiment un impact important sur les enfants du Cameroun. Voilà. Ça, c'était pour le premier exemple. Ah non, je voulais encore juste vous parler, oui, parce que je me dis que peut-être parmi vous, il y a peut-être des Rotariens. Et donc, je voulais vous dire que j'ai été vraiment très, très heureuse quand j'ai été en mission en Ouganda, d'être à table avec mes collègues. Chacun s'est présenté. Donc, la coalition ID Ouganda était présente. Donc, vous vous rappelez, la coalition, ce sont tous les membres d'ID Ouganda qui ont leur propre projet, mais qui se rassemblent pour former ce groupe ID Ouganda. Et donc, quand j'étais en mission là-bas, les membres se sont réunis et un des membres s'est présenté comme étant un Rotarien. Alors j'ai dit, mais ça c'est formidable, dans ma famille aussi, il y a beaucoup de Rotariens. Et à ça, mon collègue président d'ID Cameroun, Ouganda, me dit, mais moi aussi je suis Rotarien et je deviens président de mon club l'année prochaine à Kampala. Alors je lui dis, mais ça c'est vraiment génial, si on essayait de faire un Global Grant avec un Rotary belge. Et donc c'est en cours, c'est le Rotary de Waterloo qui a accepté de porter le Global Grant et toute la partie administrative et qui, ben voilà, une fois qu'on sera revenu à la normale, pourra recommencer des activités. Il voudrait engager d'autres clubs amis à éventuellement les aider dans la somme qu'ils pourraient réunir, qui est alors doublée par le district et doublée par l'international. Donc c'est vraiment un projet très intéressant et de nouveau c'est un projet de jardin scolaire à grande échelle
en Ouganda. Voilà, donc s'il y a parmi vous des Rotariens qui sont intéressés par le projet, comme ça vous savez que c'est en cours. Alors, le deuxième exemple dont je voudrais vous parler se passe maintenant au Congo. Il concerne les droits de l'enfant. Nous sommes dans la province d'Uvira, dans le Kivu, et on constate dans de nombreuses écoles qu'il y a encore énormément de cas de maltraitance, d'abus corporels, de punitions corporelles, mais également des cas de viol de la part des enseignants sur les jeunes filles pour leur assurer la réussite scolaire. Donc l'école qui devrait être un endroit de protection devient un endroit de prédation, mais en plus cela crée évidemment de grands problèmes socio-sanitaires puisque les grossesses précoces augmentent, les avortements clandestins également et les maladies sexuellement transmissibles. Alors, IDEA Kivu a identifié ce problème et nous en a fait part, a dessiné un projet, a écrit un projet. Nous avons fait part de ce projet à une fondation luxembourgeoise qui, à hauteur de 24 000 €, a décidé de soutenir pendant 2 ans ce projet. Qu'a-t-on fait? Qu'ont-ils fait? La première chose, c'est que donc IDEA Kivu a un certain nombre de membres, comme toutes les coalitions, et parmi ces membres, un membre qui s'appelle CGDR, donc c'est une association au Kivu, est spécialisé dans le droit des enfants. Et donc la première chose qu'ils ont fait, c'est de créer une formation adressée à qui? Alors adressée aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux délégués des parents, aux délégués de la brigade de police et également aux représentants locaux du ministère de l'Éducation. Ensuite, ils ont identifié 20 écoles partenaires dans lesquelles ce problème avait lieu et ils ont proposé aux jeunes des écoles d'élire 20 clubs scolaires avec chaque fois 10 filles, 10 garçons. Donc ces 400 élus par leurs camarades ont reçu une formation de CGDR sur comment gérer un club scolaire, quels sont les droits des enfants, quelle est la législation et quelles sont les dispositions juridiques dans leur pays, quel est le système de rapportage en cas d'abus commis à l'égard d'enfants de leur école. Un groupe Facebook et un groupe WhatsApp a été créé pour rassembler ces 400 jeunes et qu'ils puissent échanger, s'organiser, échanger des idées sur comment ils allaient traiter ce problème dans leur école. Ensuite, une fois que ces 400 jeunes ont été formés dans ces 20 écoles, ils sont tous repartis dans leur école. Il y a eu plusieurs sessions de formation, les voilà dans leur école. Et à chacun, alors, de développer des actions de sensibilisation de leurs camarades. Certains ont choisi la poésie, d'autres le théâtre, la danse, le chant. Ils ont chaque fois créé des activités selon ce qu'eux pensaient être un bon média pour passer leur message. Il y a un tournoi de football qui a été organisé entre les 20 écoles, qui a donc rassemblé tout le monde, de nouveau pour parler de ces thématiques, mais d'une manière aussi ludique, qui permettait de se rassembler autour du sport. À cette occasion, 10 000 dépliants sur le droit des enfants ont été distribués aussi dans les communautés. Et pour aller plus loin, IDEA Kivu a aussi évidemment engagé la presse, que ce soit radio, télévisée, écrite, à parler du problème. Pendant que ça se faisait dans les écoles, eux se sont adressés alors au niveau plus média et que ces campagnes de sensibilisation passent aussi sur les ondes. Et alors ils ont aussi travaillé au niveau de leur plaidoyer. Ils avaient, à l'occasion de toutes ces sensibilisations dans les écoles, compris que certains établissements prélevaient des frais scolaires supplémentaires qui n'étaient pas légaux et qui en fait étaient aussi un frein à l'éducation parce que ça empêchait certaines familles de mettre leurs enfants à l'école. Et donc ils ont obtenu des autorités qui une circulaire qui passe au niveau des directions des écoles pour bien dire que c'était pas du tout permis de prélever des frais scolaires supplémentaires. Et il y a même des poursuites pénales qui ont eu lieu également. Sur la période qui a suivi, donc 2018-2019, sans investissement financier supplémentaire, 26 écoles des autres villes connexes à Uvira se sont
aussi jointe au projet. Et ça a vraiment permis de faire bouger les choses. Cette problématique qui était une problématique dont on ne parlait pas est devenue une problématique dont on parle. Les élèves sont outillés pour y répondre. Les parents savent aussi qu'ils ont le droit de défendre leur enfant à ce sujet-là. Et les enseignants et les directeurs d'école savent qu'ils n'ont pas tous les droits. Donc je pense que ça a été vraiment un projet magnifique qui continue bien sûr aujourd'hui aussi. Et ils ont même obtenu des autorités d'abaisser les frais scolaires de presque la moitié. Donc ça a aussi permis d'amener plus d'enfants à l'école. Et donc de nouveau c'est un exemple où le fait que toutes ces associations se sont mises ensemble pour faire face à ce problème précis a vraiment permis de faire bouger les choses. Si une association avait identifié cette problématique et l'avait fait seule, probablement elle aurait eu quelques résultats, mais ici c'est vraiment la force du réseau qui a fait que les résultats ont été importants. Le troisième et dernier exemple que je voudrais vous montrer, dont je voudrais vous parler, c'est vraiment un sujet intéressant aussi, dont on ne parle pas beaucoup. C'est donc les travailleurs de l'invisible. Alors, qui sont-ils? Les travailleurs de l'invisible, ce sont les travailleurs domestiques. Ce sont toutes les personnes qui travaillent dans les maisons, les jardiniers, les cuisinières, les nounous qui s'occupent des enfants, et dont on ne parle pas beaucoup, et qui sont pourtant très, très nombreuses, et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance au niveau du travail, en fait, en Afrique. Or, la classe moyenne augmente dans tous les pays africains, et donc vraiment, c'est un métier qu'il faut valoriser, à qui il faut vraiment entourer d'un cadre légal, de formation. Et donc ça a été la mission d'IDEE, c'est de faire soulever, de sortir de l'ombre ces travailleurs de l'invisible, et de travailler à ce qu'ils aient plus de droits. Comment est-ce qu'ils ont réussi parce que c'est quand même un problème très vaste. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? L'Union européenne a financé une somme très très importante pour que IDEE puisse, dans 5 pays partenaires d'Afrique de l'Est, donc dans 5 pays membres du réseau de l'Afrique de l'Est, travailler ensemble cette problématique pour que ce ne soit pas uniquement dans un pays, mais que ce soit une approche régionale. Parce qu'on sait aussi que quand un ministère du Travail est impliqué, voilà, les autres ont tendance aussi à suivre. Donc ça a été une approche régionale. Alors comment est-ce qu'ils ont commencé par faire? Il fallait identifier le problème. Donc ils ont établi des questionnaires. Donc dans ces 5 pays, 14 associations membres de ces 5 IDEE se sont mis ensemble parce que c'était des partenaires intéressants, des associations membres du réseau qui connaissaient bien cette problématique. Et donc, ils ont mis sur pied une enquête qu'ils ont fait passer à 22 000 personnes, des employés, des employeurs. Ce qui était très intéressant déjà, ne fût-ce que par l'enquête, c'est que ces 22 000 personnes ont été sensibilisés à la problématique. Les employeurs ont compris qu'ils n'avaient pas tous les droits, parce que quand on pose à quelqu'un la question « Combien de jours de congé donnez-vous à votre travailleur ?», ça soulève la question « Ah bon, je dois lui donner des jours de congé ?» Et les employés, quand on leur posait les mêmes questions, réalisaient qu'ils avaient aussi des droits. Donc déjà, rien que le moment de l'enquête a été un moment très important, mais cette enquête, les résultats ont permis en fait à IDEE d'arriver à la table des négociations avec leur ministère, avec des résultats en main. Et je ne vais pas évidemment vous passer en revue les actions des 3 années du projet, je voudrais en fait arriver aux résultats, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, le procédé aussi, mais les résultats. Adoption d'un salaire minimum dans certains pays, création de syndicats des travailleurs domestiques, ça aussi c'est terriblement important. En fait, nous, on ne pense pas à ça, on pense que les syndicats c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement nous soutenir, mais dans un pays comme ça, un syndicat, voilà, c'est comme chez nous, c'est très important, ils défendent les droits des travailleurs. Une ligne de secours a été ouverte aussi pour que les enfants et les jeunes travailleurs domestiques puissent se plaindre si c'est nécessaire. Le Rwanda a officiellement interdit le travail des enfants par décret ministériel. Il a été évidemment organisé de remettre à l'école les enfants mineurs d'âge, en respect avec la loi également, et un processus de ratification de la Convention 189 de l'OIT est en cours dans plusieurs pays.
Il y a aussi eu des choses intéressantes qui ont été des créations de comités de médiation. Donc les gens n'ont pas l'argent pour aller porter leur plainte à un tribunal. Et donc IDEE a mis en place des comités de concertation dans les quartiers pour que lors d'un litige, les personnes puissent venir résoudre leurs problèmes avec un tiers. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui a vraiment porté ses fruits et augmenté la sensibilisation aux droits de chacun. Et alors la dernière chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a des centres de formation qui se sont mis en place parce que c'est vraiment un métier qu'il faut protéger au niveau légal, mais aussi c'est un métier qu'il faut former parce que qui dit formation dit valorisation de l'emploi et du secteur, attirer des jeunes dans un secteur intéressant. Et donc là aussi, nous travaillons à établir des curriculums de formation reconnus par l'État. C'est l'État qui donne les diplômes. D'ailleurs, on voit ici formation en couture et en cuisine et les diplômes fièrement reçus de la main des autorités locales. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire, je crois que maintenant mon message est bien clair, c'est de dire que voilà, en encourageant des solutions locales par des gens locaux qui savent de quoi ils parlent, qui sont bien ancrés dans leur communauté, voilà, on arrive à des résultats vraiment intéressants qui engagent les autorités à vraiment changer les choses, à faire bouger les choses à long terme. Ce qui est important de dire aussi, c'est que nous avons mis en place tout un système évidemment de gestion financière, de gestion collective. Donc la coalition, quand elle reçoit un financement d'une fondation, eh bien évidemment il y a une convention cadre qui donne le cadre à ce projet avec des rapports attendus, etc. Les rapports financiers, les justificatifs des dépenses, et tout ça évidemment, donc le secrétariat va envoyer les tranches en plusieurs fois et envoie la tranche suivante selon les rapports qui ont été remis, etc., avec des visites de terrain, avec l'équipe locale qui supervise tout ça. Donc voilà, il y a tout un processus évidemment qui est mis en place pour que les fonds soient utilisés le mieux possible. Et alors j'aime bien aussi de dire que nous avons depuis quelque temps maintenant une fondation et un donateur privé qui soutiennent le réseau dans tout ce qui est structurel, ce qui veut dire que voilà, quand on reçoit une donation, elle est 100% projet. Donc ça, je trouve que c'est chouette à dire aussi. Et alors, je voudrais terminer en disant que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, en Belgique, enfin en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, la coopération au développement est organisée de telle sorte que l'enveloppe budgétaire est divisée entre 90 ONG accréditées. En Flandre, il y a une petite partie de l'enveloppe budgétaire qui est destinée aux ONG non accréditées comme nous, mais en Flandre et Wallonie pas. Donc nous ne fonctionnons que sur dons privés. Et voilà, j'aime bien de dire que c'est vrai que les dons pour nous sont vraiment importants. Et voilà, si vous trouvez que l'approche que nous avons depuis maintenant plus de 10 ans et les résultats que nous obtenons, et si vous avez envie et compris que c'est vraiment important d'encourager cette jeunesse africaine et la société civile locale de faire bouger les choses, eh bien nous avons des tas de gens qui nous entourent au quotidien, en fait, par mois, même des petits montants de 10 € par mois qui, avec la réduction fiscale, leur coûtent 6 €. Eh bien, ces 10 € par mois, ça nous permet vraiment de planifier nos activités, de se dire que nous allons pouvoir organiser, par exemple, une formation Artemisia après 2 mois, parce que nous aurons obtenu le financement nécessaire des personnes qui nous accompagnent au quotidien. Donc voilà, j'avais envie de terminer par ça pour dire que c'est vrai qu'il y a moyen de faire plein de choses et comme vous le voyez, je suis très très enthousiaste. Ça fait 4 ans que je travaille pour le réseau IDEE et que je suis au cœur de ce qui fonctionne et voilà, on y croit et on est ravis d'être les ambassadeurs de nos collègues africains et merci beaucoup de nous avoir donné cette possibilité aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci.